canal de Panama est une des 7 merveilles du monde moderne. Cette voie navigable de 77 km de long, construite par l'homme, a changé la face du monde. Aucun pays n'était en mesure de construire le canal de Panama. Si en 1904 on m'avait demandé d'y mettre de l'argent, j'aurais répondu non, ce projet est irréalisable. Personne ne savait comment s'y prendre. La situation géographique du Panama, en tant qu'isthme, est toujours apparue comme le lieu idéal où faire se rencontrer deux océans. En construisant ce canal, en faisant de ce rêve une réalité, les Américains affirmaient la puissance, la force et le pouvoir de leur jeune nation en pleine croissance. Depuis près d'un siècle, le canal de Panama est le symbole du triomphe de la technologie sur la nature. Pourtant, alors que sa construction débutait à l'aube du XXe siècle, on n'y voyait qu'un pari audacieux, un projet d'ingénierie colossal d'une envergure encore jamais atteinte sur Terre. C'est l'histoire d'une volonté. C'est l'histoire de l'humanité, de ce que des hommes armés d'une pelle et d'une pioche ont été capables d'endurer pour creuser ce canal. Il a fallu déployer des merveilles de science, d'ingénierie et d'organisation pour faire progresser ce pays et le monde en même temps. Mais cette belle façade peine à cacher l'arrogance, l'autorité et les abus de pouvoir dont ont souffert tant de personnes. Ce canal préfigurait la domination des États-Unis sur le reste du monde. Il manifestait une volonté et une détermination de faire. Les États-Unis ont réussi à dompter la nature comme nul autre pays. Au début du mois de juillet 1905, un paquebot fendait les flots en direction de l'isthme du Panama, une étroite bande de terre à la croisée de l'Amérique du Nord et de l'Amérique du Sud et des deux océans les plus vastes du monde. À son bord se trouvait Jan von Hardevelde, un jeune ingénieur de 30 ans, originaire du Wyoming. Il avait lu dans un journal que le gouvernement américain lançait un nouveau projet des plus ambitieux, relier l'Atlantique et le Pacifique grâce à un canal. Il était déterminé à y participer. Hollandais de naissance, Jan venait d'acquérir la nationalité américaine et se faisait le plus ardent défenseur de son pays d'adoption. En Amérique, avait-il coutume de dire, tout est possible. La construction du canal du Panama n'y ferait pas exception. Ma valise pesait de plus en plus lourd, et je sentais les gouttes de sueur rouler sur mon visage, tandis que je peinais sur la piste boueuse et glissante que l'on m'avait indiquée. Je trouvais enfin un endroit où faire une halte. Dans cette profonde obscurité, il me semblait avoir parcouru des kilomètres. J'ignorais que la nature puisse produire des sons si surnaturels. 20 fois, je crus entendre le hurlement d'un démon. Je décidai qu'il serait aussi difficile de rebrousser chemin que de continuer. Alors me voilà. Jan von Hardevelde avait rejoint les centaines d'autres jeunes Américains qui vivaient à présent sur l'isthme du Panama. Voilà des mois qu'ils affluaient, de San Diego, de Cincinnati, de Pittsburgh ou de Charlotte. Anciens ingénieurs des chemins de fer ou étudiants fraîchement diplômés, tous étaient muets par la volonté de prendre part à ce qu'un observateur avait appelé la formidable marche vers le progrès de l'Amérique. À l'époque, les États-Unis connaissent une véritable bouffée d'optimisme, inspirée par toutes les constructions quasiment élevées au statut d'icône, que sont le premier chemin de fer transcontinental, le pont de Brooklyn. D'autant plus que les détracteurs de ces projets n'avaient pas manqué. Il règne une sorte de fascination du triomphe de l'homme sur l'adversité. Les Américains ont le sentiment d'être à l'avant-garde. L'idée même de construire un canal de Panama galvanisait l'imagination des Américains.
Il s'agissait d'un des plus grands défis d'ingénierie au monde. Depuis près de 4 siècles, les hommes caressaient le rêve de construire un canal qui fondrait l'isthme du Panama et relierait les 2 grands océans de la planète. Les Français furent les premiers à tenter leur chance. C'était en 1880, et Ferdinand de Lesseps, le grand architecte du canal de Suez, cherchait à renouveler son exploit. Ferdinand de Lesseps était un héros national qui avait brillé lors de la construction de ce chef-d'œuvre qu'était le canal de Suez. On le surnommait le Grand Français. Les journaux se l'arrachaient. Lui, sa ravissante femme et leurs superbes enfants. Il incarnait la virilité même. Il sillonnait le pays et partout où il allait, il attirait les foules qui venaient voir le héros de Suez. Mais le canal de Suez n'était qu'un cours d'eau sans dénivelé, qui courait dans un désert aride, soit tout l'inverse du canal de Panama. Il n'y avait pas d'endroit au monde plus difficile que le Panama où construire un canal. Il y avait une épaisse jungle où pullulaient les serpents et les moustiques qui transmettaient la malaria ou la fièvre jaune. Il y avait aussi des marécages immenses à perte de vue, une imposante chaîne de montagnes. Et pour couronner le tout, la Chagresse, une des rivières les plus imprévisibles au monde. En dépit des avis des experts, qui jugeaient cette entreprise irréalisable, Lesseps demanda à ses ingénieurs de creuser un canal dans l'isthme. Ils passèrent les 8 années suivantes dans un combat sans issue contre la jungle. Les Français ont connu tous les problèmes possibles et imaginables. Entre les incendies, les inondations, un tremblement de terre, une épidémie constante de fièvre jaune et une corruption galopante. Quand Lesseps se rendit enfin à l'évidence, en 1888, son échec fut tonitruant. En moins d'une décennie, c'était plus d'1 milliard de francs, soit 287 millions de dollars, qui avaient été engloutis. Mais surtout, les accidents et les maladies avaient emporté 20 000 hommes, majoritairement des Antillais, que l'on avait fait venir pour les travaux les plus physiques. Lesseps ne serait jamais le héros du Panama. Il fit faillite et échappa de peu à la prison. Lesseps s'était ruiné. Il passa les dernières années de sa vie assis, à regarder par la fenêtre, un journal vieux de 3 ans posé à côté de lui. Cette affaire du Panama l'avait rendu fou. Pendant 10 ans, l'échec spectaculaire des Français avait comme jeté un sort sur l'isthme. Aux yeux du monde, le Panama était devenu un trou béant et n'évoquait plus que corruption, maladie et mort. Mais les Américains voyaient les choses différemment. Aucun pays n'avait davantage intérêt que les États-Unis à pouvoir bénéficier d'un tel canal. La fin du XIXe siècle avait été témoin de l'expansion de ce pays. Son industrie s'était développée en un éclair. Sa puissance économique ne cessait de croître. Il avait même déclaré la guerre contre l'Espagne en 1898. Alors qu'un nouveau siècle s'ouvrait, ce pays, dans toute l'insolence de sa jeunesse et de son premier centenaire à peine fêté, comptait bien faire partie des grands. Pour le président Theodore Roosevelt, qui avait pris le pouvoir en 1901, de ce canal dépendait l'avenir des États-Unis. Roosevelt, et c'était une première dans l'histoire des États-Unis, voulait voir la puissance américaine rayonner au-delà de ses frontières. La clé de voûte de cette politique était la construction du canal de Panama, qui relierait les 2 océans et offrirait une plus grande liberté de mouvement à la puissance navale. Il n'en démordait pas. Ce canal était pour lui le moyen de protéger les intérêts américains et surtout le commerce américain. Les États-Unis étaient la première puissance industrielle du monde.
Mais si l'on se penchait sur une carte, une des premières difficultés que l'on remarquait, c'était comment rallier le marché asiatique depuis New York. Pour la première fois, les Américains réfléchissaient de manière globale. Roosevelt considère l'idée d'un canal isthmique comme la pièce maîtresse d'un empire qui se veut mondial. Il pense également que ce canal révélerait l'organisation providentielle d'un monde en faveur d'une domination américaine. Quel que soit le pays qui réussirait à relier l'Atlantique et le Pacifique, il deviendrait tout-puissant. Si nous voulons assurer notre suprématie, insistait Roosevelt, nous devons construire le canal. Mais les droits d'exploitation des terres du Panama firent l'objet d'âpres négociations. Le Panama était alors une petite province colombienne. Après avoir décidé de la construction du canal, les États-Unis tentèrent de conclure un accord avec la Colombie. Roosevelt voulait obtenir le maximum de contrôle sur les terres où serait construit le canal. Mais la Constitution colombienne interdit expressément d'abandonner sa souveraineté sur une quelconque partie de son territoire. C'était exactement ce que les Américains convoitaient. Les Colombiens rejetèrent le traité. La législature colombienne tout entière le rejeta unanimement. Roosevelt disait « Nous avons un objectif. Il est hors de question de laisser cet insignifiant petit pays se mettre en travers de notre route. » Roosevelt pensait que les États-Unis avaient pour mission de faire entrer le monde dans le progrès, et ce, même si de petites parties du monde n'en avaient manifestement pas envie. Roosevelt se trouvait face à une alternative. Soit il envahissait purement et simplement le Panama, et c'est une option qu'il avait sérieusement envisagée, ayant même envoyé des espions dans ce but, soit il faisait en sorte que le Panama déclarât son indépendance sous la protection des États-Unis. Roosevelt savait parfaitement que les élites panaméennes fomentaient depuis des années une révolution. Un simple encouragement de Washington, et ils prirent les armes. Le matin du 3 novembre 1903, les rebelles s'emparèrent de l'isthme. Soutenus par l'apparition à point nommé d'une canonnière américaine dans le port de Colonne, les révolutionnaires s'étaient rendus maîtres de l'isthme à la nuit tombée. Les seules victimes furent un commerçant étranger et un malheureux singe. 3 jours plus tard, les États-Unis reconnaissaient officiellement la nouvelle République du Panama. Ils ont été très malins. Au lieu de se battre contre les Colombiens, ils ont simplement envoyé des sacs de billets pour acheter les soldats colombiens et les faire rentrer chez eux. Il n'y a pas eu une seule goutte de sang versé. Les Colombiens n'avaient pas compris que Teddy Roosevelt était prêt à tout. Nous ferons du Panama une république indépendante. Les Panaméens nous céderont une bande de terre, nous aurons notre canal et eux leur pays. C'est ainsi qu'est né le Panama. C'était très arrogant. Mais je vous rappelle que les États-Unis étaient en train de se faire une place dans un monde où, pour se faire respecter, il fallait être arrogant. Les Anglais étaient arrogants, les Allemands étaient arrogants, et Dieu sait si les Français l'étaient aussi. En s'imposant comme ils le firent, les États-Unis ne faisaient qu'embrasser une certaine culture. Le traité que les Panaméens signèrent plus tard avec les Américains accordait à ces derniers une souveraineté totale sur ce que l'on appelait la zone du canal. Une bande de terre de 1300 km² qui s'étendait sur toute la largeur de l'isthme et coupait en deux le nouveau pays. Le gouvernement panaméen était évidemment extrêmement reconnaissant envers les Américains qui l'avaient soutenu. Mais cette lune de miel fut de courte durée. Dès que les Américains commencèrent à délimiter la zone du canal, les Panaméens se rendirent compte qu'ils avaient été utilisés. Ce que Roosevelt appelait une des futures voies express de la civilisation était entièrement sous contrôle américain. Encore fallait-il la construire.
Quand les Américains ont appris qu'avait eu lieu une révolution au Panama, ils ont immédiatement compris que rien n'aurait pu se faire sans la connivence et le soutien des États-Unis. Et cela a laissé un goût amer. Les gens étaient ennuyés et divisés. On avait le sentiment que la façon tout à fait illégale dont les Américains s'étaient comportés avait en quelque sorte sali la réputation des États-Unis. On trouvait des journaux qui titraient « Le pouvoir fait la force », comme les Européens que l'on voyait s'emparer de pays quand ça leur chantait. On avait l'impression que ce quelque chose qui avait rendu les États-Unis différents et plus respectables que les autres grandes puissances avait été perdu. Le 4 mai 1904, les Américains donnèrent le premier coup de pioche au Panama. Pour superviser les avancements des travaux, Roosevelt avait envoyé sur place John Findlay Wallace, un ingénieur de 51 ans, originaire de Chicago, que l'on disait aguerri et imperturbable. Mais en réalité, c'était la commission du canal isthmien qui détenait toute autorité. Ses membres, nommés par le président, avaient pour mission d'approuver virtuellement toutes les décisions concernant la zone du canal. Le financement des travaux étant assuré par la Trésorerie nationale, cette commission était déterminée à traquer la moindre dépense inutile. Dès que l'on voulait faire quelque chose, n'était-ce que louer un chariot, il fallait remplir un formulaire en 3 exemplaires et l'envoyer à Washington. L'action de Wallace s'en est trouvée considérablement ralentie. Jusqu'alors, les Américains avaient simplement envisagé de reprendre les travaux là où les Français les avaient laissés, et de creuser un immense fossé à travers l'isthme, sur près de 80 km et à 9 mètres en dessous du niveau de la mer. Le canal devait partir de Colón, ville portuaire donnant sur la mer des Antilles, et descendre vers le sud jusqu'à la ville de Panama, sur le Pacifique. En chemin, il devrait se frayer un passage dans une épaisse jungle, franchir la Chagresse et sa vallée si propice aux inondations, et se mesurer à la Culebra, un imposant massif montagneux. Sur les quelques 3500 hommes dont Wallace disposait, le nombre de recrues américaines s'élevait à 1500. Les 2000 autres étaient des Antillais restés sur place à la suite de l'échec français. Entre cette main-d'œuvre largement insuffisante et du matériel qui avait commencé à rouiller, Wallace était perdu. Il commença par demander un délai d'au moins 1 année pour remettre en état le matériel. Pendant ce temps, aux États-Unis, le peuple voulait voir les pierres voler. Et Roosevelt, lui, voulait de l'action. Wallace dut commencer les travaux dès son arrivée. En novembre 1904, Wallace, contraint et forcé, finit par donner l'ordre de commencer les travaux d'excavation à Culebra. En prévision de ce chantier qui s'annonçait ardu, il avait fait venir 2 pelleteuses à vapeur de marque Bucyrus, des monstres de 95 tonnes, capables de dégager 8 tonnes de gravats par pelletée. Mais les trains censés évacuer ces gravats étaient trop peu nombreux, quand ils ne déraillaient pas, bien sûr. Wallace se retrouvait confronté à une situation qui ressemblait de plus en plus à une impasse. La construction de ce canal dépendait en grande partie de l'évacuation des tonnes de gravats. Si les pelleteuses n'avaient nulle part où déverser les gravats, elles devraient s'arrêter. L'impatience des Américains eut un effet dévastateur sur ce chantier qui était un des plus complexes au monde. Les problèmes commencèrent à se multiplier. Quelques semaines à peine après le début de l'excavation, 3 ouvriers contractèrent la fièvre jaune. En décembre, on en comptait 6 de plus. La fièvre jaune pouvait provoquer des hémorragies internes, des saignements de gencives. Les hémorragies internes s'accompagnaient de vomi noirs ou vomito negro, très impressionnant. La fièvre jaune tuait tous ceux qui l'attrapaient. Tout le monde en avait peur. Plus personne ne voulait venir travailler sur l'isthme. Ils étaient effrayés. N'y va pas, tu risquerais de ne jamais revenir. Les gens se disaient que la mort allait peut-être les rafler comme elle avait raflé les Français. En 3 mois, 500 Américains avaient pris la fuite. En janvier, alors que l'épidémie ne cessait de gagner du terrain, Wallace tenta de redonner confiance aux gens.
lui et sa femme se donnèrent en spectacle en train de visiter la zone du canal. Mais bientôt, on apprit que le couple avait en secret fait venir 2 cercueils métalliques. « J'en ai plus qu'assez de ce pays et de toute cette histoire de canal », écrivait un jeune Américain à sa mère. « Dis à mes frères que ce n'est pas la peine de venir, même s'ils ne gagnent pas plus d'$1 par jour. » En juin 1905, les 3/4 de la main-d'œuvre américaine avaient quitté l'isthme. Quant à Wallace, complètement dépassé et nerveusement épuisé, il ne tarda pas à démissionner. C'était comme si le canal était maudit. Les travaux étaient au point mort et Roosevelt foudrage. Les Américains avaient l'impression que leur projet était en train de subir le même sort que celui des Français. Et pour eux, c'était presque de l'ordre du traumatisme, de voir ce qu'ils avaient entrepris frôler de si près la faillite. Cela faisait plus d'1 an que les Américains étaient arrivés au Panama. Et ils avaient déjà dépensé 78 millions de dollars. Cependant, seuls 11 millions de mètres cubes avaient été creusés et il en restait encore des centaines d'autres. Un ouvrier calcula qu'à ce rythme, le canal ne serait pas fini avant 50 ans. Je crois qu'il n'y a pas un seul endroit au monde où il pleuve davantage que sur cet isthme. Il pleut tellement que, sans mentir, mon chapeau moisit littéralement sur ma tête. Voilà des semaines que je n'ai pas chaussé une paire de souliers secs. Jan van Hardevelde arriva au Panama au moment même où l'ingénieur en chef Wallace en repartait. Et au cours des semaines qui suivirent son arrivée, il ne put s'empêcher de se demander s'il n'avait pas fait une énorme erreur. Il avait mis plus de 3000 kilomètres entre lui et sa famille, avait laissé Rose, son épouse, seule avec leurs enfants, et ce pour un projet qui semblait bancal. Chère Rose, notre nourriture est infecte et si mal cuisinée. Aucun blanc, un tant soit peu civilisé, ne pourrait la supporter plus d'1 ou 2 semaines. J'ai baissé ma vigilance la semaine dernière, et en moins de temps qu'il ne faut pour le dire, je suis devenu un hombre bien malade. L'estomac en vrac et le sang infesté de malaria. À l'avenir, hors de question de prendre encore le risque de revenir aux États-Unis dans une boîte en bois. Jamais le moral des hommes n'avait été aussi bas, quand à la fin du mois de juillet 1905, le remplaçant de Wallace fit enfin son apparition. Cet homme s'appelait John Stevens, et sa réputation l'avait précédé. Quelques années auparavant, Stevens, alors ingénieur topographe pour la Great Northern Railroad, avait entrepris un périple de plusieurs centaines de kilomètres dans les Rocheuses afin d'établir le tracé de la ligne qui franchirait le Continental Divide. Depuis, on disait qu'aucun autre homme n'avait fait poser plus de kilomètres de rails que lui. C'était donc à lui que le gouvernement avait fait appel pour redresser le plus grand chantier de l'histoire des États-Unis. John Stevens était un ingénieur des chemins de fer hors normes. C'était un vrai aventurier. Il s'était battu contre les loups et les Indiens, il avait survécu à des environnements incroyablement hostiles. Et à son arrivée au Panama, partout où il posait les yeux, il ne voyait que déception et peur. Stevens écrivit plus tard « Je crois que la proposition que l'on m'a faite est la plus décourageante qu'on ait jamais faite à un ingénieur en travaux publics. » Stevens identifia immédiatement que le problème était en partie dû à ce cri de guerre imbécile de voir les pierres voler. Sa grande expérience lui permettait de se rendre compte que pour un projet d'une telle envergure, il fallait commencer par passer un temps certain à préparer les travaux. Et bien qu'il sût qu'il risquait de se mettre à dos Roosevelt et toute la presse américaine, il commença par arrêter le chantier. La première chose que Stevens mit à l'ordre du jour fut la rénovation des chemins de fer panaméens. Construits dans les années 1850, ils étaient alors dans un tel état de délabrement
que Stevens les décrivait comme 2 bandes de rouille et un droit de passage. Stevens comprit qu'il allait avoir à réaliser un périlleux exercice de logistique. La construction du canal consisterait en grande partie à déplacer et évacuer des wagons entiers de terre et de pierre. Les trains seraient donc la clé de voûte de cet effort. Dans le système que Stevens finit par concevoir, les trains feraient office de tapis roulant géants et le tracé des lignes évoluerait en permanence pour suivre au plus près l'avancée des travaux. Pour faciliter le déplacement des lignes, il imagina une ingénieuse machine qui, munie d'un bras pivotant et montée sur un wagon plat, pouvait soulever les rails et les déplacer sans avoir à les démonter. Puis il opta pour des wagons plats munis d'un socle de charrue, grâce auquel un train de 20 wagons pouvait être vidé en une dizaine de minutes. Stevens estima que les 2 pelleteuses à vapeur pourraient ainsi fournir le travail de 900 hommes. Mais son idée la plus astucieuse a été de faire en sorte que la passe de Culebra, longue de 14 km, puisse être attaquée des 2 côtés en même temps et que les 2 chantiers se rejoignent au point culminant. De cette manière, quand les trains montaient vers les pelles, ils étaient vides et ce n'est qu'une fois pleins qu'ils entamaient leur descente, entraînés par leur poids. Un chef-d'œuvre d'ingénierie. Au début, c'est la passe de Culebra qui s'annonçait comme le plus gros défi de ce projet. Les Américains s'apprêtaient à creuser jusqu'à parfois 91 mètres de profondeur dans la roche, le gravier, l'argile, la terre, sur un couloir de 14 km de long. Stevens confia un jour à un collègue « Culebra sera le plus important bras de fer de l'histoire entre l'homme et la nature ». Mais quelques mois plus tard, alors que la mousson battait son plein, il se rendit compte que la chagresse serait un obstacle au moins aussi difficile. Tout au long de l'été et de l'automne de l'année 1905, il fut témoin des caprices de la rivière qui enflait, débordait et inonda à plusieurs reprises les travaux. Peu à peu, une certitude s'imposa à lui. Si le canal était construit au niveau de la mer, comme l'avaient envisagé les Français, et comme ce qu'on attendait de lui à Washington, la chagresse menacerait son bon fonctionnement chaque année pendant 6 mois au moins. Stevens comprit que si le canal était construit au niveau de la mer, les Américains étaient condamnés à un échec aussi certain que celui des Français. Il en fut horrifié. Il décida d'aller à Washington. Lui qui détestait les hommes politiques, qui souffrait d'un mal de mer terrible, prit quand même un bateau pour se rendre à Washington. Là, il rencontra le président Roosevelt et réussit à le convaincre qu'un canal au niveau de la mer était une pure utopie. Comment permettre à un bateau de traverser l'isthme et de franchir la montagne? Voilà l'énigme que Stevens et ses ingénieurs devaient à présent résoudre. Ils proposèrent de réaliser un canal à écluse, une voie navigable mécanisée qui résoudrait par la même occasion tous les autres problèmes auxquels le canal de Panama était confronté. Première étape, contrôler la chagresse. Pour ce faire, il faudrait construire un immense barrage à Gatun, qui créerait un lac artificiel à quelques 25 mètres au-dessus du niveau de la mer, et se trouverait à peu près à mi-parcours. Pour atteindre le lac, les bateaux emprunteraient une série d'écluses. Ces écluses seraient d'immenses structures en béton, 3 fois plus grandes qu'un terrain de football. Elles contiendraient des centaines de milliers de mètres cubes d'eau et hisseraient les bateaux au-dessus du continent américain. Il s'agissait de créer une sorte de marche hydraulique, comme une sorte d'escalier que les bateaux emprunteraient pour s'élever et franchir la montagne. Les bateaux n'auraient qu'à traverser le lac artificiel, passer la coupe de Culebra, qui ne nécessiterait plus d'être si profondément entaillée, et en redescendre pour gagner le Pacifique et continuer leur trajet.
Pour construire le canal à écluse du Panama, non seulement les Américains auraient à maîtriser l'impétueuse Chagresse et à créer le plus grand lac artificiel du monde, mais ils devraient aussi concevoir des écluses 3 fois plus longues que les plus grandes écluses jamais construites. Projet pour le moins ambitieux, mais qui avait tout le soutien de Roosevelt et dont Stevens se portait garant. Il n'y a aucune inconnue, aucun mystère dans tout cela, écrivait ce dernier, notre unique problème sera une question d'amplitude, non de miracle. Jan van Hardevelde trouvait à présent la zone du canal un peu plus vivable. Il supervisait un groupe d'hommes dans la coupe de Culebra et passait ses journées à poser des rails pour les allées et venues des trains. Autour de lui, il voyait les routes se paver, des lampadaires s'élever, des quais et des entrepôts apparaître, des dortoirs et des cantines se succéder. L'heure était venue, décida-t-il, de faire venir sa famille. Chère Rose, la lenteur des travaux pourrait ôter tout espoir de réussite si je n'étais certain que le gouvernement a les moyens d'accomplir ce qu'il entreprend et qu'il les emploiera. C'est pourquoi, puisque tu n'y as fait aucune objection, j'ai décidé de rester ici. Et je suis heureux de t'annoncer que l'intendant m'a enfin accordé une maison pour notre famille. C'est une maison ancienne qui se trouve dans le village de Las Cascadas, où je travaille. Cette maison est la première que les Français ont construite et porte l'inscription « Maison numéro 1 ». C'est à la fin de l'hiver 1906 que Rose rassembla ses affaires, fit ses adieux au Wyoming et s'embarqua avec ses enfants pour le Panama. Elle et son mari ne s'étaient pas vus depuis plus d'1 an et demi. Elle passa la plupart du voyage malade, allongée dans sa cabine. Mais alors que la terre approchait, elle fut prise d'un enthousiasme soudain. « C'est là notre chance, dit-elle à ses enfants, de passer du côté de ceux qui font l'histoire. » Votre papa est en train de creuser un grand canal. Un canal dont les hommes rêvent depuis des centaines d'années. Il reliera les 2 océans, l'Atlantique et le Pacifique, et révolutionnera la course des bateaux qui naviguent sur ces eaux. Ce canal, quand il sera achevé, changera la face de la Terre. De tous les défis que John Stevens devait relever, aucun n'était plus urgent que de faire venir des ouvriers. Selon ses estimations, la construction de ce canal nécessiterait l'embauche de 20 000 hommes pour la seule année 1906. 5 000 de ces emplois s'adressaient à des ouvriers qualifiés, forgerons, charpentiers, sondeurs, plombiers, et ils étaient réservés aux citoyens américains blancs. Mais la grande majorité des emplois de la zone du canal étaient destinés à des ouvriers non qualifiés. Il fallait des milliers d'hommes pour débroussailler, creuser des tranchées, charger et décharger le matériel. Les Français s'étaient beaucoup reposés sur les Antillais pour le travail physique. Mais Stevens avait d'autres projets. Sur les nombreux chantiers de chemin de fer que Stevens avait dirigés, il avait en priorité embauché des Chinois qui, selon lui, étaient les meilleurs. À son arrivée au Panama, il constata que la plupart des ouvriers étaient antillais. Or, il ne leur faisait absolument pas confiance. John Stevens refusait de travailler avec les Antillais. Il partageait les préjugés racistes de l'époque. Il les croyait bêtes et paresseux. Stevens lança une grande campagne de recrutement dans le monde entier, à l'exception des Antilles. Il fit même venir des ouvriers d'Espagne, de Grèce, d'Italie, mais faute de résultats, il dut se rabattre sur la seule zone géographique où se trouvait la main-d'œuvre dont il avait besoin, les Antilles. J'ai débarqué ici le 21 janvier de l'année 1907. Dès que j'ai vu l'endroit où j'avais atterri, j'ai eu envie de repartir, parce que je trouvais qu'il y avait une ambiance bizarre. J'étais un peu perdu et à ce compte-là,
Je préférais autant être chez moi. Mais c'était plus facile à dire qu'à faire. C'est sur la petite île de la Barbade que le recrutement se révéla le plus fructueux, parce qu'il y avait peu de travail, qu'il était en général mal payé, et que les jeunes hommes succombaient facilement aux sirènes de la publicité américaine. Ils ont créé ce que l'on appelait l'homme de Panama. Il s'agissait de prendre un homme qui revenait du Panama et d'en faire une publicité vivante. Il choisissait un homme qu'il faisait revenir à la Barbade, à qui il mettait un joli costume blanc, des dents en or, un Panama sur la tête, un grand sourire sur le visage et des billets plein les poches. Et quand les gars des plantations le voyaient passer, ils se disaient « Bon sang, moi aussi je veux aller au Panama et faire fortune ». Mes camarades étaient prêts à partir. Ils m'ont dit de les suivre, et c'est ce que j'ai fait. J'ai quitté Sainte-Lucie, je suis allé à Bridgetown, où j'ai acheté un aller vers le canal. Je n'avais aucune idée de ce qui m'attendait. Je ne savais absolument rien du canal. Personne ne m'en avait jamais parlé. Jamais je n'aurais pu imaginer ce dont il s'agissait. Et ce n'est qu'en commençant à travailler que j'ai compris l'ampleur de ce que nous allions réaliser. Ils voyaient le Panama comme un Eldorado qui les rendrait riches. Mais ce qu'ils ne savaient pas, c'est qu'ils en paieraient le prix fort. Et quand les Barbadiens arrivaient enfin, après 8 à 10 jours de mer, la dure réalité de la zone du canal leur sautait au visage. La première chose qui frappait les Antillais à leur arrivée, c'était qu'ici, les choses étaient bien différentes de ce qu'ils avaient connu à la Barbade. Les États-Unis avaient créé une société très stricte. Ils vivaient dans des cabanes, dormaient dans des lits superposés. Dans chaque cabane, il y avait 3 rangées de lits par mur. Tout était très rudimentaire. Voilà le style de vie que cette société leur offrait. Comme les Barbadiens allaient vite s'en rendre compte, toute la vie dans la zone du canal dépendait de la manière dont on était payé. Les ouvriers qualifiés, tous blancs sans exception, recevaient leur salaire en or. Les ouvriers non qualifiés, eux, principalement des Noirs, étaient payés en argent. Les employés d'or jouissaient de certains privilèges. Ils étaient indemnisés en cas d'arrêt maladie, bénéficiaient d'un service de blanchisserie et de congés payés. Pour les ouvriers d'argent, rien de tel. Ce système a donné naissance à une sorte de ségrégation basée sur le mode de rémunération. Chaque lieu de la vie courante était estampillé or ou argent, que ce soit les toilettes, les bureaux de poste, les boutiques ou les fontaines. Mon beau-père m'en parlait souvent. C'était une ségrégation à peine voilée. On ne voyait pas écrit « pour les Noirs » ou « pour les Blancs ». Mais si vous n'étiez pas un employé d'or, c'est que vous étiez un employé d'argent, et donc assimilé aux Noirs. Il existait exactement la même chose aux États-Unis. Seulement là-bas, on appelait les Noirs les gens de couleur. Ici, on les appelait les argents. Cette ségrégation donna lieu à une sorte de déshumanisation et justifiait moralement qu'on finisse par considérer les Noirs comme des bêtes de somme. Stevens avait finalement trouvé dans les Antilles ce dont il rêvait. Une masse de main-d'œuvre quasi inépuisable, prête à endurer les traitements les plus sévères et à suer sang et eau en échange d'un salaire de misère. 10 cents de l'heure. On comptait sur eux au pays. La voilà la réalité. Et de toutes les façons, 10 cents de l'heure, c'était toujours plus que s'ils étaient restés chez eux. Fin 1906, Stevens disposait d'une force de travail de 24 000 hommes. Et bon an mal an, 70% d'entre eux étaient antillais. La famille Van Hardevelde était à nouveau au complet. Mais Rose était une des seules femmes américaines de la zone du canal et jamais elle ne s'était sentie aussi loin de tout.
Yann ne comptait pas ses heures de travail, et Rose dut apprendre à vivre seule et à faire vivre sa famille dans un environnement somme toute hostile. Dans les boutiques, se souvenait-elle, rien de ce qui se mangeait ne lui paraissait connu, et elle finit par imposer à ses enfants un régime alimentaire composé de fruits, de haricots et de gâteaux secs ramollis par l'humidité. La maison empestait la fiente de chauves-souris et était infestée de lézards et d'insectes. Lentement mais sûrement, je sentais mes forces m'abandonner, écrivit-elle plus tard, et je devins une femme craintive et nerveuse. Puis sa Benjamine, que toute la famille appelait petite sœur, fut prise d'une terrible fièvre. Son visage était pâle, et sa sueur froide trempait les draps sur lesquels elle reposait. Elle souffrait de malaria et de dysenterie, et avec elle, c'est toute la famille qui souffrait. Ce n'était plus qu'une petite poupée de chiffon, brûlante de fièvre, qui pleurait jour et nuit. Et plus les jours passaient, plus je m'enfonçais dans le découragement et le désespoir. Petite sœur finit par recouvrer la santé, mais Rose n'était pas passée loin de la folie. Je crois que c'est la conscience de ce qui aurait pu arriver à mon enfant, écrivait-elle, qui m'empêchait de m'effondrer. Et partout autour du canal, c'était la même histoire. Malaria, dysenterie, pneumonie. Mais rien n'était pire que la fièvre jaune. Chaque année, des vagues d'épidémies déferlaient sur l'isthme, laissant derrière elles des centaines de victimes, provoquant la panique et paralysant les chantiers. Quand les Américains débarquèrent au Panama, ils comprirent vite qu'il ne pourrait se passer d'un médecin du travail. Un des plus grands spécialistes de la fièvre jaune était un médecin militaire, un certain colonel William Gorgas. Il s'était fait une réputation en exerçant dans les endroits les plus reculés des États-Unis. Au cours d'une de ses missions, il attrapa la fièvre jaune. Il en guérit et en fut donc immunisé. Il décida de consacrer sa vie à lutter contre ce terrible fléau. Pendant des siècles, on a cru que la fièvre jaune était due à une mauvaise hygiène, et les seules précautions prises contre cette maladie étaient d'ordre sanitaire. Mais alors que Gorgas était en poste à La Havane, il développa un nouveau protocole. Il avait lu dans une revue médicale cubaine une obscure théorie qui affirmait que la fièvre jaune était transmise par les moustiques. Il avait donc lancé une campagne d'éradication massive à La Havane. En l'espace d'un an, les cas de fièvre jaune avaient baissé de plus de 95%. Gorgas était affirmatif, tuons les moustiques et la fièvre jaune disparaîtra. Gorgas arriva au Panama absolument certain que la théorie de la transmission de la fièvre jaune par les moustiques était exacte. Gorgas élabora un protocole similaire à celui qu'il avait employé à La Havane. Mais la grande différence, c'était qu'à La Havane, il n'avait eu à nettoyer qu'une ville, alors qu'au Panama, c'était 2 zones urbaines séparées par 1300 km² de jungle et de marais qu'il devait assainir. Gorgas estima le coût de ce projet à $1 million et il le soumit à la commission du canal de Panama. On ne lui débloqua que $50 000. $50 000. Il n'avait pas compris l'enjeu. Les membres de la commission ne croyaient pas à cette théorie des moustiques. Ce n'était pour eux qu'un ramassis de stupidité. Ils se sont dit qu'ils allaient en finir avec ce médecin à moitié fou et ses théories vaseuses. Un des hauts membres du comité essaya même de le faire renvoyer et de faire nommer à son poste un de ses amis ostéopathes qui n'avait pas la moindre expérience en médecine tropicale. À la veille du renvoi de Gorgas, le président Roosevelt reçut chez lui, à Oyster Bay, la visite de son médecin personnel, le docteur Alexander Lambert. La décision que vous êtes sur le point de prendre sera une des plus importantes de votre carrière, lui dit Lambert. Si vous revenez aux méthodes traditionnelles, vous échouerez, tout comme les Français. Mais si vous soutenez Gorgas, vous aurez votre canal. Lambert titille l'ego de Roosevelt. Il lui dit « Ce canal, c'est votre projet. Ce sont vos choix. » Et Roosevelt plie. Il ajoute
Soutenez Gorgas, donnez-lui toute l'autorité et tous les moyens dont il aura besoin, et l'éradication des moustiques pourra commencer pour de bon. Gorgas, avec la bénédiction et le soutien inconditionnel de l'ingénieur en chef Stevens, put enfin lancer la campagne de santé publique la plus coûteuse de l'histoire. William Gorgas était un officier. La campagne d'assainissement a donc été dirigée avec une discipline et une précision toute militaire. Il dépensa 90 000 $ en moustiquaires et commença par protéger les malades, afin d'empêcher les moustiques de les piquer et de transmettre à leur tour la fièvre jaune. Il procéda ensuite à la fumigation de toutes les maisons de la zone du canal pour tuer les moustiques adultes. Mais le plus difficile fut de dénicher toutes les larves de moustiques qui se trouvaient dans tous les points d'eau de la ville et de les tuer. Gorgas avait découvert qu'en versant de l'huile sur l'eau, on étouffait les larves de moustiques. Il se rendit ensuite dans toutes les maisons, dans toutes les cabanes de Panama City et de Colón, trouva tous les réservoirs d'eau et toutes les flaques qui longeaient le canal et les fit recouvrir d'huile. Les hommes de Gorgas ont littéralement envahi la zone du canal. Ils ont protégé les gouttières, mis des couvercles sur toutes les citernes d'eau. Gorgas a même réussi à faire voter une loi qui punissait d'une amende de 5 $ toute personne chez qui on trouvait des larves de moustiques. Il avait déclaré la guerre aux moustiques et il les tuerait tous jusqu'au dernier. Au cours du mois d'août 1906, on ne déclara que 27 nouveaux cas de fièvre jaune, soit 2 fois moins que les mois précédents. Le mois suivant, il n'y en eut plus que 7. Et le 11 novembre, Gorgas convoqua tous ses collaborateurs dans une salle d'autopsie et leur demanda de bien regarder le cadavre qui se trouvait sous leurs yeux parce que ce serait la dernière victime de fièvre jaune qu'ils verraient. Et il avait raison. Quand je me dis que Gorgas a vraiment réussi à éradiquer ce problème, j'ai encore du mal à y croire. À la fin, il traquait les moustiques un à un, ce qui est dément quand on voit cette jungle où il ne cesse pour ainsi dire jamais de pleuvoir. Mais il les tua tous et sauva la vie à des milliers de personnes. Sans cette immense campagne, jamais le canal n'aurait pu être construit. À l'automne 1906, l'ingénieux système d'excavation mis au point par Stevens avait atteint sa vitesse de croisière. L'année qui s'achevait avait été épuisante, et Stevens avait consacré la plupart de son énergie à superviser la construction de milliers de bâtiments, le recrutement de milliers d'hommes, et avait dépensé des fortunes en équipement et en matériel. La construction du canal à proprement parler avait enfin commencé. Dans les mois et les années à venir, il faudrait creuser, dégager et transporter des millions de mètres cubes de pierre et de terre. On disait même qu'avec ces gravats, les Américains auraient de quoi construire leur propre grande muraille. Theodore Roosevelt suivait attentivement, depuis la Maison-Blanche, les opérations. Les travaux n'avaient jamais autant progressé. Pourtant, son projet chéri avait récemment essuyé le feu des critiques. On parlait de pots de vin, de corruption et de jeunes travailleurs américains ruinés par l'alcool et les filles. Il fallait que le président trouvât de quoi rapidement changer les gros titres des journaux. Il se retrouve face à un gros problème de communication. Mais s'il y a bien une personne qui sait régler ce genre de problème, c'est Theodore Roosevelt. Il décide donc d'aller au Panama et de voir en personne ce qui s'y passe. C'est la première fois qu'un président américain quitte les États-Unis en cours de mandat. Je veux voir comment il compte s'y prendre pour creuser ce fossé, construire cette écluse, franchir cette passe, affirma Roosevelt à la presse. C'est un voyage d'affaires. Je veux être capable de répondre à toutes les questions que les citoyens se posent sur ce canal.
Roosevelt maîtrise parfaitement les nouveaux médias. Il sait que son voyage au Panama sera un événement médiatique. Dans leurs papiers, les journalistes ne font l'économie d'aucun détail et décrivent tout, de sa cabine particulière aux escales que le bateau fera. Avant même que Roosevelt ne soit arrivé au Panama, son voyage avait attiré l'attention de tous. Le navire présidentiel jeta l'ancre dans la baie de Limon le 14 novembre 1906, soit un jour plus tôt que prévu. Tout avait été rangé, nettoyé, briqué en vue de sa visite. Les chorales avaient répété, on avait prévu des bals et des soirées, mais avant même la cérémonie d'accueil, il était sur l'isthme. Il avait discrètement débarqué et commencé à faire le tour des hôpitaux et des baraquements. Roosevelt était décidé à ce qu'on ne lui cache rien. Il avait délibérément choisi la saison la plus humide. Et il n'a pas cessé de pleuvoir, d'une pluie comme il n'en existe qu'au Panama. Et la pluie tombe continuellement. Mais Roosevelt est ravi, parce qu'il tient à voir le Panama sous son jour le plus mauvais. Partout, il improvisait des discours, encourageait les ouvriers à se conduire en hommes et à se battre pour que cette formidable épopée couvre de gloire les États-Unis. En l'écoutant, les hommes avaient l'impression d'être des sortes de héros. Il les rendait fiers de ce qu'ils faisaient pour les États-Unis. Il était animé d'une énergie fantastique. En quelques heures, il avait épuisé les personnes chargées de l'accompagner. C'est la passe de coups les bras qui impressionnait le plus Roosevelt, où chaque mois, Stevens et son équipe établissaient de nouveaux records d'excavation. Roosevelt s'y rendit dès le deuxième jour. Suivi par une flopée de photographes, il monta jusqu'à une des gigantesques pelleteuses à vapeur Bucyrus, demanda à l'ouvrier qui l'actionnait de s'écarter et se hissa aux commandes. Cette photo d'un président des États-Unis est restée dans les annales. Elle préfigurait les thèmes clés que les États-Unis allaient mettre en avant dans la zone du canal. Ce serait grâce à leur gestion de fer, à leur industrie, leur efficacité, leur technologie et leur science qu'ils viendraient à bout du défi que représentait ce canal. Ce pays allait réussir là où les Français avaient échoué. La visite du président dura 12 jours. 12 jours dont Rose von Hardevelde et de nombreux autres Américains se souviendraient longtemps, tant ils allaient marquer un tournant dans l'histoire du canal. Nous ne l'avons vu qu'une fois, à l'arrière d'un train. Yann avait trouvé des petits drapeaux pour les enfants et nous avait prévenus du passage du train. Nous sommes donc allés sous le porche. Monsieur Roosevelt nous a gratifiés d'un de ses célèbres sourires qui lui mangeait la moitié du visage, tandis qu'il agitait son chapeau comme s'il allait monter sur la colline pour venir nous saluer. Je comprends maintenant pourquoi Yann lui fait tant confiance. Après tout, ce fossé pourrait bien finir par être creusé, pensais-je. La nuit était déjà bien avancée. En ce 30 janvier 1907, quand John Stevens, qui avait pris ses fonctions déjà 18 mois auparavant et venait d'achever une énième journée de 14 heures de travail, s'assit à son bureau et rédigea cette lettre à l'attention de Theodore Roosevelt. « Monsieur le Président, écrivait-il, vous avez eu à plusieurs reprises l'amabilité de m'autoriser à m'adresser à vous de manière directe et personnelle, et c'est ce que je m'apprête à faire. L'honneur que l'on semble accorder à toute personne œuvrant pour ce projet m'importe peu. Pour moi, ce canal n'est qu'un vulgaire fossé. » C'était assez osé d'envoyer une telle lettre au président. Il avouait qu'il n'aimait pas le Panama, qu'il n'avait jamais voulu de cette fonction, qu'il en avait assez, et qu'il préférait partir et trouver un projet plus lucratif ailleurs. Roosevelt se mit dans une colère noire. Il s'était rendu au Panama, avait rappelé aux ouvriers combien ils devaient, tels des soldats, aller jusqu'au bout de leur mission. Et là, il apprenait que son ingénieur en chef démissionnait.
Je crois que Stevens était épuisé. Et vu l'ampleur des problèmes dont il avait hérité en reprenant le poste de Wallace, il est étonnant qu'il ait tenu si longtemps. Wallace s'était épuisé et avait jeté l'éponge, Stevens également. Roosevelt se dit alors « Je veux maintenant avoir affaire à un militaire qui ne démissionnera que quand je le lui demanderai, qui n'aura pas le choix. Ce sera comme ça et pas autrement. » Et c'est ainsi qu'est arrivé Goethals. George Washington Goethals, 48 ans, expert en hydraulique, était un des meilleurs ingénieurs de l'armée américaine. Il serait aussi, puisque Roosevelt en avait décidé ainsi, l'ingénieur en chef qui mènerait le canal jusqu'à son terme. Comme Goethals le glissa à un ami, ce n'est qu'une question de travail bien fait. Il arriva au Panama à la fin du mois de mars 1907. Un mois plus tard, les ouvriers qui actionnaient les pelleteuses à vapeur et sur qui reposaient tous les efforts d'excavation se mirent en grève et réclamèrent une augmentation de salaire de plus de 40%. Ces ouvriers étaient déjà les mieux payés. Goethals décida de régler ce problème discrètement et d'embaucher progressivement des briseurs de grève. Mais ces nouvelles embauches ne se feraient pas du jour au lendemain. Et en attendant, les travaux étaient paralysés. 2 semaines passèrent, puis 4. Mais Goethals refusait toujours toute négociation. Mieux, il renvoya tous les grévistes, leur interdisant de remettre les pieds au Panama. Il disposait, comme il l'entendait, des employés qui semaient le trouble en se plaignant ou en demandant à être augmentés. Il les renvoyait purement et simplement. Et quand au mois de juillet, les pelleteuses à vapeur Bucyrus purent enfin reprendre leur balai, Goethals s'était fait comprendre. Comme il le dit plus tard, l'issue de cette grève prouva bien qu'aucune défection ne pourrait entraver la bonne marche de ce projet. George Goethals fut surnommé le tsar de Panama. Il administrait non seulement le chantier, mais aussi le gouvernement de la zone du canal, des bureaux de poste. Rien ne se faisait sans son aval. Il avait toute puissance sur le canal. Et sa mission express était de construire ce canal, coûte que coûte. Quand Goethals prit ses fonctions, cela faisait déjà 3 ans que les Américains étaient au Panama, et le plus gros du travail restait encore à faire. Du côté pacifique de l'isthme comme du côté atlantique, il fallait encore creuser les bassins des écluses et construire les écluses elles-mêmes. À Gatun, où le barrage de la Chagresse créerait un lac artificiel, il fallait commencer par poser des fondations en dur avant de construire le barrage. Enfin, pour empêcher la Chagresse d'inonder continuellement les travaux de la passe de Culebra, il était nécessaire d'élever une immense digue à Gamboa. Et puis il y avait la coupe de Culebra. Pour l'instant, les travaux d'excavation avaient permis de créer un passage de quelques 300 mètres de large. Mais c'était maintenant en profondeur qu'il fallait creuser. Avec Goethals aux commandes, on verrait jusqu'à plus de 6000 hommes s'activer simultanément du côté de la coupe de Culebra, et ce, jour et nuit. Si on se retrouvait là-bas à l'époque, la première chose qui nous frapperait, ce serait le bruit. On entendrait plus de 300 foreuses, entre 60 et 70 pelleteuses, et 3 ou 4 fois plus de trains. Il y avait tout le temps des explosions dont le bruit se réverbérait sur les parois. Il fallait ajouter à cela la chaleur, c'était une vraie fournaise. Il y faisait presque 50 degrés. On l'appelait d'ailleurs la gorge de l'enfer. Mais surtout, les travaux étaient extrêmement dangereux. C'était la coupe de Culebra qui posait le plus de problèmes, parce qu'il fallait enlever un volume de terre impressionnant, et que cette terre se transformait en boue dès qu'il pleuvait, c'est-à-dire pendant 9 mois par an non-stop. Et les glissements de terrain étaient fréquents. Quand les hommes entendaient le hurlement de la sirène, ils savaient qu'il y avait eu un glissement de terrain. Ils devaient prendre leur pelle et essayer de déterrer les gars.
Et ils savaient aussi que le prochain glissement de terrain, c'était peut-être pour eux. La montagne refusait de se laisser broyer, comme ils le faisaient. Alors elle se vengeait. Les glissements de terrain arrivaient sans prévenir, et de plus en plus souvent. En quelques instants, c'étaient des mois de travail qui étaient anéantis, des machines et des rails déformés, et des hommes enterrés vivants. Les victimes, des Antillais, le plus souvent. Il n'y avait aucune procédure de sécurité, aucune procédure de travail. Tous les jours, des hommes mouraient. C'était devenu commun. Et pour les remplacer, il fallait faire venir des hommes, encore et encore. C'étaient les Antillais que l'on plaçait aux postes les plus ingrats et les plus dangereux. Les seuls qui travaillaient sur le terrain transportaient des poutres et des traverses, pelletaient la terre et posaient la dynamite qui ferait exploser les montagnes. Ils devaient creuser des trous dans les rochers. Quand ils avaient atteint la bonne profondeur, ils les remplissaient de dynamite. Et quand tout était prêt, ils donnaient le signal et couraient se mettre à l'abri. Il y avait 2, 3, 4 explosions en même temps. On voyait des pierres s'envoler dans les airs. Parfois, un des hommes faisait une erreur, touchait le câble, et lui aussi s'envolait. C'est arrivé un dimanche matin, alors que les gars étaient en train de toucher leur paye. Tout a explosé. Les hommes, le camion, il y avait 200 hommes. 200 hommes. On voyait des bouts de corps partout, des têtes, des bras. On en a ramassé pendant des jours. Non, ce n'était pas facile le dimanche matin. Mon grand-père me racontait que les gars qui allaient travailler avec la dynamite confiaient leurs affaires à leurs camarades en partant, parce qu'ils n'étaient jamais sûrs de revenir. Tous les jours, ils prenaient le petit déjeuner ensemble et ils se regardaient en sachant très bien que le soir, il y en aurait un ou deux qui manqueraient. Tous les jours. Maintenant que je suis vieux, parfois je m'assieds et je repense à tout ça. Et quand je me dis que j'ai survécu au canal de Panama, je lève les mains au ciel et je dis merci mon Dieu. Parce que j'aurais pu mourir plus d'une fois. Les semaines passaient et le taux de mortalité ne cessait d'augmenter. Gossels finit par faire construire une ligne de chemin de fer qui montait au cimetière de Mount Hope pour pouvoir y transporter les corps plus facilement. En attendant, chaque mois qui passait voyait la coupe de Culebra s'approfondir. La tombée de la nuit s'accompagnait de bruits tous plus étranges les uns que les autres, à vous faire frissonner. Le pire d'entre eux était la mélopée aux morts qui s'élevait des baraquements des ouvriers. Quand l'un d'entre eux disparaissait, sa famille et ses amis se rassemblaient autour d'une bouteille de rhum et se lamentaient en chantant des gospels. Dès que la première note de ces airs déchirait le ciel, je m'éveillais en sursaut et ne pouvais plus fermer l'œil de la nuit. Il me semblait entendre danser des sorcières. Longtemps après avoir quitté le Panama, Rose van Hardeveld se demandait encore comment elle et Jan avaient pu réussir à vivre dans de telles conditions. Plus d'une fois, se rappelait-elle, leur engagement auprès de ce projet avait vacillé. Ils songèrent sérieusement à plier bagages quand Jan perdit un de ses plus chers amis. Pourquoi s'acharner à rester, pensait Rose. Après tout, ce canal verra le jour.
avec ou sans nous. Les Américains étaient confrontés à un vrai problème. Toute la main-d'œuvre blanche qui arrivait pour y travailler repartait presque aussitôt. Ils n'aimaient pas travailler au Panama. Et je crois que jusqu'en 1907, le turnover était de 100% parmi les employés blancs. Cela compromettait la réussite du projet. Pour y remédier, on essaya d'équiper les maisons de tout le confort possible. C'est seulement au cours de l'été 1908 que Yann et Rose trouvèrent une vraie raison de rester. Elle se présenta sous les traits d'une coquette maison neuve, construite dans une jolie rue bordée d'arbres. La maison était propre et confortable, se rappelait Rose. C'était la maison que tout père de famille américain rêvait d'offrir à sa famille. Au fur et à mesure, les conditions de vie s'amélioraient. On vit d'abord arriver des réfrigérateurs, l'électricité, et même des maisons YMCA construites par le gouvernement où l'on pouvait jouer aux cartes, au billard et emprunter des livres. On organisait des bals le samedi soir et des parties de baseball le dimanche. On comptait plus de 3 douzaines d'églises et des centaines de clubs et de fraternités, telles que la Fraternité des Hommes du Chemin de Fer, les Anciens Compagnons, des maisons d'hôtes et les Chevaliers de Pythias. Rose se souvenait que tous ces efforts portèrent leurs fruits. Les Américains restaient plus longtemps au Panama. Leurs familles venaient les rejoindre et les amitiés se tissèrent. Nous finîmes par former une joyeuse clique, disait-elle, et rien ne nous paraissait plus important que ce grand projet que l'on voyait vivre, avancer et se réaliser. Voilà quelle était notre vie. Le canal devenait la risée de plus en plus d'Américains, qui n'y voyaient qu'une représentation utopique des États-Unis. Ils lisaient des articles élogieux qui vantaient la joie de vivre des ouvriers, le confort de chacun. Mais en réalité, il s'agissait d'un État très autocratique. Aucune liberté d'expression, interdiction de créer des syndicats, un pouvoir de plus en plus centralisé. Le gouvernement américain était en train de créer une main-d'œuvre d'usine redoutablement efficace, au service d'un incroyable projet qui allait marquer à jamais l'isthme de Panama. Il n'y avait aucune démocratie. Mais en même temps, ce qui devait être fait était fait. On déplaçait des montagnes. Les choses avançaient. En 1911, le canal avait fait des progrès significatifs et les gros titres des journaux du monde entier. Soudain, on vit accourir des 4 coins du monde des flopées de touristes qui voulaient admirer de leurs propres yeux cette merveille d'ingénierie. Comme s'exclama un visiteur ébahi, les Américains étaient en train de prendre la plus grande liberté qu'on ait jamais prise avec la nature. De toutes les géniales performances du canal, aucune ne fascinait autant que ces immenses écluses que l'on avait surnommées les imposantes portes d'entrée du canal de Panama. Ces écluses sont d'immenses structures en béton, avec des conduites souterraines incroyablement sophistiquées. Elles constituaient le plus grand défi d'ingénierie, le plus grand projet d'ingénierie que la Terre ait alors jamais porté. Au total, il aura fallu 5 millions de sacs et de tonneaux de béton afin de construire les écluses, les barrages et les déversoirs. Préparé sur place, puis versé dans de gigantesques seaux d'une contenance de 6 tonnes, le béton était ensuite hissé sur des grues immenses qui le transportaient et le coulaient. L'écluse de Gatun nécessita à elle seule plus d'1,5 million de mètres cubes de béton, c'est-à-dire de quoi construire un mur de plus de 3 mètres de haut et qui pourrait faire au moins 4 fois le tour de l'île de Manhattan. Leur taille dépassait tout ce qu'on avait pu construire auparavant. C'était là que se trouvait le vrai défi. Certaines idées étaient franchement ingénieuses, comme par exemple faire en sorte que les portes des écluses soient creuses et imperméables, ce qui les rendait bien plus légères et diminuait le poids que devaient supporter les charnières.
Bien qu'elles ne fassent pas loin de 25 mètres de haut, elles étaient si bien équilibrées qu'un moteur de 40 chevaux suffisait pour les actionner. Tout fonctionnait à l'électricité, ce qui était assez révolutionnaire pour l'époque. Les usines n'en étaient même pas encore là. Cette électricité était générée par un système hydroélectrique installé au niveau des déversoirs et qui suffisait à actionner les portes. C'était un petit bijou d'ingéniosité. Ces portes sont plus qu'un amas de béton, écrivait un observateur. Elles représentent la foi et le courage de ceux qui se sont battus contre le doute et l'incrédulité. Elles portent en elles l'audace et l'énergie d'une grande nation. Elles sont l'accomplissement d'un rêve multiséculaire et la promesse d'une croissance toujours plus grande. C'est au printemps 1913, presque 9 ans jour pour jour après le premier coup de pioche des Américains, que les travaux de finition du canal de Panama purent commencer. En mai, les pelleteuses à vapeur numéro 222 et 230 se retrouvèrent enfin au milieu de la coupe de Culebra. En juin, on scella l'ultime déversoir du barrage de Gatun, permettant ainsi au lac de Gatun de prendre toute sa place. En août, on fit sauter les digues situées aux deux extrémités, et les océans s'engouffrèrent à l'intérieur des terres. En septembre, on fit le premier essai d'éclusage depuis le port de Colonne jusqu'au lac. À la fin de l'été, la seule portion du canal qui était encore à sec était les 14 km de la passe de Culebra. Sa mise en eau était prévue pour le lundi 10 octobre. Dès le début de l'après-midi, on vit une foule s'amasser à Gamboa, sur la rive du lac Gatun. Des ouvriers et leurs familles, des hauts dignitaires des États-Unis, des touristes qui n'avaient pas hésité à venir d'Europe ou d'Asie de l'Est. À 14 h, le président Woodrow Wilson, suivant une astuce mise au point par un journaliste, devait appuyer sur un bouton depuis son bureau de la Maison-Blanche qui enverrait par télégramme l'impulsion électrique qui ferait exploser le barrage de Gamboa et permettrait aux eaux du lac Gatun de se déverser dans la passe. Nous pouvions voir encore quelques hommes s'activer tout près du barrage. À quelques mètres d'eux se trouvait l'entaille de la coupe, d'une profondeur encore relative. De petites vagues venaient lécher la rive, comme si le lac était impatient de pouvoir se libérer d'une partie de sa surcharge. La tension montait. Comme Jan van Hardevelde le confia à Rose, cet événement pourrait aussi bien être un succès historique qu'un échec historique. Qui sait? À Gamboa, il était 14 h. Il y eut d'abord un silence recueilli. Personne n'osait plus parler. Puis, on entendit un grondement sourd, un boum étouffé. Une triple colonne de fumée et de gravats monta dans le ciel et redescendit gracieusement des deux côtés du barrage, telle une fontaine. La foule poussa spontanément un long cri de joie et de soulagement, et immédiatement je sus que ce cri resterait gravé dans ma mémoire. Quand l'eau commença à se déverser dans la coupe, les hommes jetèrent leurs chapeaux en l'air. Nous avons vu Yann et l'ingénieur en chef de la coupe se serrer la main. Tous deux étaient en larmes. Nous étions tous très émus. L'ouverture officielle du canal était prévue pour le 15 août 1914. Mais 12 jours auparavant, un bateau, le Cristobal, fit un dernier test et emprunta le canal dans toute sa longueur. Il devint le premier bateau à transiter depuis le Pacifique jusqu'à l'Atlantique par le canal de Panama.
C'est assez impressionnant de passer ces écluses. On pointe le bout de son nez et ce sont 100 000 mètres cubes d'eau qui s'échappent dans les déversoirs sous la force de la gravité et vous font monter de 10 mètres ou plus. Cette expérience hors du commun est assez saisissante. Quand on se trouve sur un de ces bateaux et qu'on le sent monter, il faut du temps pour réaliser ce qui est en train de se passer. Notre bateau est en train de franchir une montagne. C'est hallucinant. Ce canal avait nécessité plus de 10 années d'un labeur harassant et incessant, coûté plus de 350 millions de dollars, ce qui était à l'époque la plus grosse somme qu'un État ait jamais dépensée, et ôté la vie à plus de 5000 hommes. Mais ce succès avait projeté les États-Unis sur le devant de la scène mondiale et annonçait l'émergence, à l'aube de ce siècle, d'une nouvelle puissance. Ce canal était un symbole pour les Américains. Il réunissait tous les savoir-faire dont les États-Unis étaient si fiers, en termes de puissance, de technologie, de détermination, d'organisation, et dont ils sont toujours aussi fiers aujourd'hui. Et tout cela, ils le mettaient au service du monde entier. Cela faisait 500 ans que les hommes en rêvaient. C'était maintenant fait. L'Atlantique et le Pacifique étaient à jamais reliés. Les États-Unis s'étaient emparés de la place de première puissance mondiale. Cet événement s'est produit à un moment pivot de notre histoire. L'échec français a en quelque sorte été le dernier sursaut de l'âge victorien, largement dominé par l'Europe. L'ouverture du canal américain avait inversé l'équilibre des pouvoirs dans le monde, et le siècle américain pouvait vraiment commencer. Sans Theodore Roosevelt, il est certain que le canal de Panama n'aurait pas vu le jour. Cependant, le président n'eut jamais l'occasion de le voir achevé. Retenu par une expédition en Afrique du Sud, il ne put être présent le jour de l'inauguration officielle, et il ne renouvela jamais sa visite au Panama. Quant aux dizaines de milliers d'Antillais qui avaient quitté leur île pour venir construire le canal, ils rentrèrent simplement chez eux, avec souvent aussi peu d'argent en poche que quand ils étaient arrivés. Le chantier avait été une véritable torture pour les mineurs. Mais c'était devenu une des merveilles du monde. Et mon grand-père et ses contemporains avaient conscience d'avoir participé à un des projets les plus ambitieux de l'histoire de l'humanité. Ils y étaient pour quelque chose, et ils en étaient fiers. Les années que Rose et Jan van Hardevelde avaient passées au Panama avaient été pour le moins épiques. De tous les Américains qui avaient travaillé pour le canal, Jan était un des seuls à avoir été présent dès le début. Rose se souvenait d'ailleurs que Jan gardait constamment dans sa poche la médaille de Roosevelt qu'on lui avait décernée pour service de longue durée. Parfois, même le soir, elle trouvait entre ses doigts ce petit bout de métal. Je ne pouvais m'empêcher de penser à tous ceux qui étaient tombés pour le canal. Souvent, il me semblait avoir perdu tout espoir, et résigné, je me disais que tel était le destin. Mais ce dont je me souviendrai toujours, c'est que la réponse à tous mes doutes était la foi que j'avais en mon pays. Jamais je n'ai douté un seul instant que l'Amérique ne puisse réussir ce qu'elle entreprenait.